Yeah. Do 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 do. Yeah yeah yeah. Ooh. Oh. Madinina, oi oi oi. Pays la joie, oi oi oi. Écoute ça, oi oi oi. Ladies in action en Kaila. Yeah. Quand compétit, oi oi oi. C'est un seul famille, oi oi oi. Bonjour, bienvenue dans C'est à nous, mais c'est pas comme ça qu'a fait. Bonjour à tous les Guadeloupéens, les Guyanais, les Parisiens, les Luxembourgeois, les Belges et puis le monde puisque nous sommes sur Internet. Excusez ma voix cet après-midi, j'ai pas encore commencé les chants de Noël, mais cet après-midi j'ai une inspection. Alors comme je vous l'avais annoncé, je reçois Aneta Vete Kongolo qui vient nous parler de Léon Gontran Damas. Bonjour Aneta. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être là Aneta. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir. Alors Aneta, toi tu nous viens des États-Unis, du Maine très précisément, mais tu es martiniquaise et tu vas nous parler de toi et on va parler de Léon Gontran Damas cet après-midi. Ce sera avec un grand plaisir et surtout un grand honneur que de pouvoir entretenir le public et les téléspectateurs de la question de Léon Gontran Damas. D'accord, donc beaucoup de gens ne le connaissent pas, mais tu nous en diras plus tout à l'heure. Bonjour, Naomi Jabouin. Oui. How are you, Naomi? I'm good, c'est bon. Naomi, merci d'être là. Merci. Donc, c'est une belle surprise. Tu es de passage en Martinique. Ouais. Tu es l'élève De Kongolo, professeur Kongolo pour moi. Oui. Dans le Maine. Ouais. Et tu nous viens de New York. Ouais, c'est vrai. Alors, merci Naomi. Alors, qu'est-ce que tu fais, Naomi, comme étude? Tu as 20 ans. Oui, j'ai 20 ans seulement. Et qu'est-ce que tu fais comme étude? Je suis l'histoire d'art et je fais aussi le francophone. Donc, tu étudies l'histoire de l'art. Oui. Antillais, caribéen, martiniquais. Ouais, tout ça. Tout ça, Tout francophone. Ça. Oui. Et tu fais aussi des études francophones. Ouais. D'accord. Ouais. Eh ben, merci Naomi d'être là. Donc je vais remercier l'ISAC pour mes lunettes. Ça me permet de vous accueillir sous le soleil de Zouk TV tous les vendredis après-midi et les mercredis. Et puis un coucou particulier à Betty, à Mumu de Rêve et puis à Muriel, à Mireille et tous ceux qui nous regardent de plus en plus nombreux et puis les fidèles du vendredi après-midi. Donc voilà, c'est fait. Aneta, parle de nous, présente-nous qui tu es, d'où tu viens, ton cursus et puis comment ça se fait que tu sois si loin de nous. Ah ben non, je ne suis pas très loin. Je suis en Amérique, nous sommes en Amérique, nous sommes américains, donc je suis absolument sur mon territoire en étant aux États-Unis. C'est un pays voisin de la Martinique. Donc je réside dans mes lieux américains. Donc je crois que tu l'as bien annoncé. Je suis martiniquaise, enseignante, professeure, chercheur. Aneta Vete Kongolo, tu viens du diamant parce que c'est un nom qui vient de quel? Parce que la dernière fois j'ai fait une émission avec les gens du diamant qui disaient qu'il y avait l'Afrique et des gens avaient eu la chance de garder leur nom africain. Vete Kongolo, c'est un nom africain? Oui, absolument. Non, je suis d'origine Congo. Je suis l'une des descendantes de Congo, arrivée en Martinique après. Au Diamant alors? Dans la commune des Trois-Îlets. Arrivée après l'abolition de l'esclavagisation. Et oui, je fais partie de ce pan de l'histoire là. D'accord. Bien. Alors, et donc, vas-y, je t'ai interrompu, mais continue. Je disais simplement que j'étais professeur-chercheur et que je travaillais sur des problématiques concernant l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, notamment dans le domaine des idées et de la philosophie, mais aussi de la littérature, et pareillement pour la Caraïbe. Donc, je me spécialise dans les idées caribéennes, principalement martiniquaises. Parce qu'elles sont très importantes, ces idées martiniquaises qui ont été émises essentiellement sous forme écrite au XXe siècle, mais plus avant, durant toute la période coloniale, et puis la philosophie caribéenne également, et les littératures caribéennes dans leur ensemble, et singulièrement la littérature de Martinique et de Guadeloupe.
D'accord. Donc, tu es chercheur et ton champ de recherche intéresse particulièrement quel auteur? Alors, je n'ai pas d'intérêt particulier pour un auteur singulier. J'embrasse les littératures caribéennes et africaines dans leur ensemble, mais ce sont surtout les idées qui portent mes travaux, qui guident le paradigme dans lequel s'inscrivent mes travaux universitaires. Ce sont surtout les idées, donc c'est surtout dans le domaine de la philosophie, telle qu'elle s'est déployée en Afrique les 4 dernières 1000 années, et puis dans la Caraïbe, les 4 siècles passés et surtout le XXe siècle. Alors les idées, c'est la première fois qu'on en parle. Quelles sont les idées philosophiques qui sortent, qui partent de chez nous et qui embrassent le monde? Il y en a beaucoup. Je consulte beaucoup la langue créole que nous parlons, puisqu'elle est redoutablement philosophique. Je suis contente que tu me dises ça, parce que souvent, dans nos proverbes, on a une philosophie qui est évidente, et je trouve le pan avec tous les proverbes français, toutes les philosophies françaises, et beaucoup de gens rejettent ça aujourd'hui en disant ça c'est parole vieille, des paroles. Et bien, je suis heureuse de t'entendre dire ça. Mais c'est surtout la philosophie africaine qui imprègne la langue créole française africaine, les françaises d'origine française et africaine, si on peut dire, parce que le lexique est essentiellement tiré de la langue française, mais les paradigmes de pensée sont surtout africains, également français, mais surtout africains. Et la philosophie qu'elle porte, cette langue, est maintenant propre à la Martinique, à la Guadeloupe et à Haïti. Et aussi, des exemples. Un exemple commun et élémentaire, je crois que c'est la base, c'est là qu'il faut commencer si on veut consulter ce que dit la langue créole sur la personne humaine, et selon la perception des locuteurs de cette langue, eh bien, tout moun c'est moun, par exemple, qui est un principe, un paradigme principiel extrêmement important dans le domaine des idées de la Martinique, mais aussi de la Caraïbe, puisqu'on retrouve cette pensée un peu diffusée dans la Caraïbe, mais c'est une pensée qui s'origine dans la pensée africaine elle-même, puisqu'on retrouve telle quelle, tout moun c'est moun, dans beaucoup de communautés, dans des locutions tenues par beaucoup de communautés africaines du centre et de l'ouest. Et tout moun c'est moun, tout simplement, est un paradigme centrant, situant indubitablement la Caraïbe et puis la Martinique singulièrement dans le domaine de l'humanité et de l'humanisme à proprement parler. Donc, nous avons cela dans la langue créole, mais nous avons aussi beaucoup d'autres locutions que nous utilisons à longueur de journée et que nous ne prenons pas le temps de consulter, et desquelles on peut tirer des enseignements extrêmement importants pour contribuer à l'établissement, l'ancrage, encore plus de la stabilité, de l'équilibre et de la grandeur de la personne humaine, de l'éthique de cette personne. Tout le monde c'est moun, pour ceux qui ne comprennent pas le créole, puisqu'on est regardé de partout, comment tu traduirais tout le monde c'est moun? Pour Naomi, Naomi, tu sais que le créole est la 6e langue officielle à New York. Mais c'est maintenant, tu m'as dit. Alors, voilà. Naomi, demande-lui, tu participes, tu lui poses la question, vas-y. Poser? Vas-y, pose la question, demande-lui, c'est quoi tout le monde c'est moun? C'est quoi? Tout le monde c'est moun. Alors, littéralement, on peut traduire par toute personne humaine est une personne humaine. Et bien interprétativement, on peut penser que sont inscrits là-dedans des principes de justice, des principes d'équité, d'égalité, d'équilibre qui devraient motiver les actions de la personne humaine. Et donc c'est un paradigme au sein duquel évoluent les Martiniquais.
sans qu'il n'en soit conscient, puisqu'il suffit qu'il y ait un conflit d'une sorte ou d'une autre pour l'entendre émise, cette locution. Donc cela veut dire qu'elle relève d'une importance particulière pour la personne martiniquaise et qu'elle lui procure un principe à partir duquel elle génère, cette personne martiniquaise, les motifs, les motivations pour ses actions. Oui, je comprends maintenant. Tu as compris maintenant? Oui. C'est bien, donc on a un cours en direct, c'est comme ça que ça se passe. Alors, quand tu Merci de le permettre. Mais nous, on n'a pas la chance d'aller là-bas, donc, mais maintenant on pourra y aller, comme on a un professeur en français, en langue créole. Et d'accord, alors on continue, donc sur donc, ton champ de recherche, tu disais que c'était sur, tu nous l'as expliqué. Oui, alors mes travaux se situent dans un domaine de la recherche que l'on appelle Africana Critical Theory, Africana Critical Theory, et qui se concentre sur des questions d'existentialisme, principalement, pas seulement, et d'existentialisme telle qu'elle se rapporte à ces questions aux personnes d'ascendance africaine dans le monde. Et pourquoi tu as choisi pourquoi ce créneau-là? Pourquoi pas un autre? Je n'ai pas véritablement choisi. Il se trouve que mes axes de pensée, de réflexion se situent dans ce domaine et bien il n'y a qu'à consulter la teneur de mes travaux pour se rendre compte qu'ils se situent dans ce domaine. Alors je ne peux pas échapper à la catégorie qu'aime l'académie, l'université et donc qui me situe dans ce domaine-là de recherche. Et donc tu enseignes aussi. Tu as un programme d'études sur le gender, sexualité en woman. J'ai pas un bon accent, hein, tu vois, tu te rattrapes là. Oui, alors je me préoccupe aussi de la question du genre et de la question du genre féminin et du genre masculin, c'est logistiquement. Donc je fais beaucoup de travaux dans ce domaine également. Et bien sûr, mon point de départ est toujours la Caraïbe et essentiellement la Martinique. Donc à partir de la Caraïbe et de la Martinique, tout particulièrement, je tente de dégager des traits de personnalité ou de pensée propres à nos populations caribéennes, afro-ascendantes ou afro-descendantes. Et cela me ramène très souvent à consulter également des traits de personnalité, de pensée de la personne féminine africaine, qu'elle soit de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest, et de la personne féminine européenne également, pour comprendre, pour tenter de comprendre et d'avoir un meilleur éclairage sur ce que nous pouvons être, nous, Caribéens, qui avons subi l'ordalie double de la colonisation et de l'esclavagisation, qui ont toutes deux déstructuré des structures qui étaient ancrées et qui étaient probantes, et souvent productive. Donc, que faire de la déstructuration? Comment l'aborder? Comment l'approcher pour la juguler? Pour tenter de proposer un paradigme différent que celui de la déstructuration. Mais souvent on nous dit que c'est loin, que c'est terminé, qu'on n'a pas besoin d'en parler. Il y a des grandes messes pour nous le dire, on nous finit. Et puis ça, quel paradigme qu'il y a chez nous qui est différent? Qu'est-ce qu'on a de différent? Puisqu'on a la même histoire avec les Blancs, on a pratiquement la même depuis tous 400 ans. C'est un point de vue que de soutenir que tout cela est loin dans l'histoire de l'humanité, puisqu'il s'agit de cela. L'histoire de la colonisation et de l'esclavagisation concerne la personne humaine. Ce n'est pas une histoire qui concerne les pieds-bras ou bien
les animaux, les pieds bois, les arbres. Mais bien les personnes humaines, et par conséquent, dans le contexte de l'humain, qu'est-ce que 160 petites années? 160, il faut rappeler lorsqu'on que nous c'est parle 160. de millions d'années d'existence pour la personne humaine. Et donc, non, nous n'avons pas, nous, Caribéens afrodescendants, la même histoire que la personne blanche, par exemple, qui, pour la plupart, s'est développée, ou se sont développées, ces personnes, dans un contexte géographique autre, avec des paradigmes épistémologiques différents également, qui ont abouti sur une manière d'être, une manière de penser et une manière de concevoir singulière qui leur appartient. Et nous, Caribéens, étant le produit d'un paradigme différent, celui de la colonisation, de l'esclavagisation, eh bien nos modes d'être, nos modes de concevoir, nos préceptes sont également autres et singuliers, et je crois qu'il est important Qu'est-ce qui est différent? Dis-moi, cite-moi ce qu'on fait que les autres ne font pas. Comment on est, comment on pense. Alors, je ne pense pas que je puisse proposer une différence de cette manière simple et à tenir que nous sommes tous de telle manière, et puis que la distinction est marquée de manière absolue et exclusive. Il ne s'agit pas de cela. Les interactions sont toujours présentes et font que les êtres humains échangent et s'influencent mutuellement. Mais il est vrai que, en tant que Caribéens, ou si on parle de la Martinique de manière singulière, nous avons des manières propres, ne serait-ce que le fait d'inscrire le percept de la personne humaine dans le paradigme du tout moun c'est moun. Cela génère des manières de penser et par conséquent des actions découlant de ces manières de penser particulières. Il y a, je crois, chez le Martiniquais, il me semble, de manière viscérale, une exécration de l'injustice. Et il faut étudier cela, il faut étudier les approches que le Martiniquais a de la question de l'injustice, puisque c'est une question qui est extrêmement prégnante et importante aujourd'hui aussi. Et donc il faut aborder, il faut examiner les modes de perception du Martiniquais, par exemple, de cette question, pour peut-être dégager quelques principes qui pourraient souligner la manière d'être martiniquaise dans ce contexte-là de l'injustice, par exemple. Et donc, dans mes travaux, c'est ce que je tente de faire et que je fais en réalité. D'accord. Alors, sur Damas, particulièrement, tu as eu beaucoup de publications, tu as déjà publié. Et là, sur Damas, c'est ton premier ouvrage sur Damas? Le premier ouvrage collectif sur Damas, oui. J'ai des publications plutôt conséquentes sur la pensée et l'action et la poésie de Léon Gontran-Damas. Et je restitue une partie de ses travaux ici. Que j'ai pu accomplir en compagnie d'autres, de collègues d'Afrique, d'Europe, de la Caraïbe et des États-Unis. D'accord. Alors, controverse, non, c'est pas ce que je veux dire. Donc, une négritude à part entière. On a toujours entendu parler de la négritude avec les trois père de la négritude, Césaire, Senghor, on a l'habitude de dire. Tu sais qui? J'ai oublié le dernier. Ah, le dernier, c'est Léon Gontran-Damas. Oh, d'accord. Et donc, merci Naomi d'avoir oublié, parce que bien souvent, même nous, on connaît Césaire. Césaire, c'est le seul, je connais toujours. Oui. Tu connais toujours? Ouais. Césaire. Et Senghor. Mais Léon Gontran-Damas, quand j'en ai parlé, les gens m'ont dit « Ah oui, mais c'était qui? Il est doux. » Donc, merci de venir nous parler de tes travaux sur Damas. Alors, vas-y, on t'écoute. Et j'espère que Laurette est présente à notre rendez-vous
parce qu'elle voulait entendre cette présentation de toi sur Léon Gontran Damas. Bien sûr. Je suis toute disposée à le faire. Bien, Léon Gontran Damas n'est pas le troisième homme de la négritude, mais c'est plutôt le premier homme. C'est lui. Ce qu'on ne sait pas. Oui, voilà. Donc, c'est évidemment, on connaît. Il n'est jamais présenté comme ça. Il n'est pas présenté de cette manière parce qu'il a été occulté. On va peut-être aborder cet aspect-là de son destin un peu plus tard. Mais bien, c'est l'un des trois penseurs de la négritude d'aujourd'hui, la négritude moderne, que l'on nomme le plus souvent, donc Senghor, Césaire et Damas, ou plutôt Damas, Césaire, Senghor, Damas, Senghor, Césaire, ça devrait plutôt être dans ce sens-là, même s'il ne faut absolument pas établir de hiérarchie entre les trois penseurs et poètes de cette idée de la négritude et de cette action de la négritude, mais il s'avère que c'est le premier des trois à avoir publié et publiquement d'avoir rendu au regard de l'autre, au regard du monde, l'existence de cette pensée-là, de la négritude. Donc en 1934, il va publier 5 poèmes dans la revue Esprit en France, qui est une revue très intéressante parce que elle s'engage en faveur des marginaux et elle a une philosophie de gauche, donc plutôt centrée sur une pensée défavorable à la colonisation, par exemple. Et donc, ils vont publier 5 de ces poèmes en 1934. Quelques années plus tard, en 1936, Damas a publié Pigment, qui est son premier recueil de poésie. Et alors, mais Aneta, dis-nous en 1935, quel est l'état de la France, dans quelles conditions, quel contexte il publie, c'est pas évident. Absolument pas. Donc nous sommes dans un contexte particulier. Nous sommes une quinzaine d'années, une vingtaine d'années après la Première Guerre mondiale. Il y a la France qui encore se reconstruit et nous sommes en pleine colonisation avec des idées coloniales abondantes, régnantes et des idées coloniales qui sont accompagnées d'idées éminemment racistes. Et Damas vit dans ce contexte et est confronté, comme les jeunes intellectuels et étudiants afrodescendants et africains résidant en France à ce moment, directement, de manière plénière, au racisme. Et il va réagir en compagnie de tous ces intellectuels, très jeunes intellectuels résidant en France en ce moment. On connaît très bien l'œuvre de Paulette Nardal, le fait qu'elle a facilité des rencontres et qu'elle a elle-même élaboré des idées précurseur de cette idée qui va s'imposer comme dominante un peu plus tard, la négritude. Et Damas va jouer exactement le même rôle que Paulette Nardal parce qu'il va aussi être un passeur, il va être celui qui va rassembler les siens, il va mettre en contact ceux qui ne se connaissent pas, qui sont issus de la diaspora africaine et permettre que les idées circulent. Il parle plusieurs langues étrangères, donc il va aussi traduire des textes provenant des États-Unis, par exemple, d'autres contrées où se situent des afro-descendants, et il va faire que les siens aient accès à ces idées, et cela va amplifier, consolider leurs propres idées, et finalement ils vont aboutir à ce que Césaire va nommer négritude. Mais Damas fera la démarche le premier de publication et par conséquent il va porter le mouvement, il va inscrire le mouvement sur la scène nationale et internationale, le premier, donc en 1934 et puis ensuite en 1936. Et puis on a quelques années après le cahier de Césaire qui est publié. Voilà. Mais qu'est-ce que la négritude? C'est quoi? On entend ça, ce concept. Il y a même Ségolène Royal qui avait dit la bravitude. Qu'est-ce que la négritude? Ça n'existe pas. Eh bien, c'est un néologisme à ce moment. À ce moment, il s'agit d'un néologisme.
néologisme que crée Césaire en réponse d'une réaction. C'est un néologisme qui est créé en réponse aux idées et aux actions racistes qui entendent exterminer la personne noire. Et évidemment, c'est donc l'idée, la négritude, selon laquelle, eh bien, l'Africain ou le nègre, encore que c'est assez problématique les deux terminologies, eh bien, entend cet Africain ou cette personne nègre, en tout cas cette personne issue de l'Afrique, modelée par des paradigmes épistémologiques africains, ayant subi la colonisation, l'esclavagisation souvent, et étant circonscrit dans un contexte infériorisant, eh bien cette personne n'entend absolument pas se laisser interdire son humanité. Donc la négritude, on peut la traduire tout moun c'est moun. C'est exactement cette idée principale qui gouverne à l'idée même de la négritude. Tout moun c'est moun. Et donc la négritude, on peut la traduire de cette manière. C'est la lutte pour que tous les enfants de l'humanité soient reconnus en tant que tels, de manière catégorique. Donc, la question de l'humanisme est prise dans un absolu assez farouche. L'être humain est un être humain. Il est hors de question de le réduire et cela est impossible. Et par conséquent, il faut mener des actions pour le faire entendre, au moins le faire entendre, à défaut de le faire accepter, puisque tout le monde n'est pas disposé à accepter le fait que tous les enfants de l'humanité appartiennent à mère humanité. Et donc, il n'y a pas eu de définition à proprement parler, puisqu'il n'y a pas eu de manifeste de la négritude, mais à l'étude des pensées qu'ils ont émises, à l'étude de la poésie qu'ils ont proposée et des actions qu'ils ont menées, on peut interpréter de cette manière la négritude. C'est le refus de l'animalisation de la personne humaine. C'est le refus le plus intrinsèque et catégorique de la destitution de la personne humaine, du moun. Moun. Tout moun, c'est moun. Et moun vient d'Afrique, c'est un mot qui vient d'Afrique, moun. Sans doute qu'il s'agit d'un mot d'origine mandé, probablement avec à peu près le même sens, de personne et personne humaine. D'accord. Tu veux lui poser une question, Noémie? Ça va? Oui, ça va. Et tes cours, ils sont en français comme ça? Avec seulement pour la francophone, les cours francophones. Bien. Alors, on continue. Donc, c'est toi le professeur, vas-y. Donc, eh bien, nous parlions de Damas, oui. et j'en étais au début. Tu disais qu'il écrit Pigment, tu veux... Il écrit Pigment en 1936, eh bien, qui est un recueil particulier, parce que Pigment est peut-être le manifeste de la négritude, puisque c'est le premier recueil de poèmes au nom de la négritude qui va être publié en 1936. On lit un petit peu pour les gens qui peut-être quelques extraits de Pigment. Alors, un poème de Pigment qui s'intitule... je dois retrouver ici le titre de cet extrait, mais c'est un poème... Alors, on peut citer, par exemple, OK, que l'on connaît. D'accord, OK, qui est le c'est quelle page, le poème. Alors, c'est à la page 44. Donc, je vais tirer du livre quelques citations qui ont pu être faites par les contributeurs ici. Et donc, dans ce poème OK, qui est sans doute le poème le plus connu de Léon Gontran Damas, eh bien, il se remémore son enfance, lors de laquelle il lui était demandé d'être blanc, en observant des manières de blanc qui étaient associées à une classe sociale. Ces manières de blanc équivalaient à
une appartenance sociale. Et l'enfant Damas était, lui, par contre, disposé à se dérober à cette requête qui lui était faite dans ce poème par sa tante, qui lui tenait lieu de mère, puisque ayant perdu sa mère enfant, il était orphelin. Et donc, tante Gaby lui demande de se comporter de manière haute, c'est-à-dire de manière blanche. Et il répond un peu plus tard par ce poème « Ok ». Et donc, cette enfance qui est une enfance génératrice d'aliénation et modelant l'aliénation, une enfance qui fabrique l'aliénation, il veut s'en débarrasser. Et il s'en débarrasse par OK, parce que de toutes les manières, elle lui provoque également des OK. Une telle enfance, une telle éducation ne peut mener qu'à cette réaction presque biologique, si on peut dire, pour respecter le titre Pigment du recueil, de l'enfant et ensuite de l'adulte. Et donc, il veut s'en débarrasser. Il dit, et j'ai beau avaler cette gorgée d'eau, 3 à 4 fois par 24 heures, me revient mon enfance dans un hoquet secouant. Ma mère voulant d'un fils très bonne manière à table, etc. Voilà. Donc continue, il est magnifique. Alors, je ne peux pas continuer parce que c'est tout ce qu'il y a de cité ici, oui, parce que je n'ai pas le poème à proprement parler. Mais c'est un aperçu de ce qu'on peut trouver dans Pigment en 1934, où Damas va prendre le contre-pied du système raciste et aliénant et même aliénateur, qui entend défaire la personne humaine et en particulier la personne humaine nègre. Et donc Pigment va être extrêmement intense. Et aussi intense que dense. D'où que l'État, les autorités vont déterminer le recueil comme une atteinte à la sûreté de l'État et l'interdire. Donc il va recevoir, Damas, la visite de membres des autorités, donc des gendarmes, on présume, qui vont collecter toutes les copies qu'ils vont pouvoir avoir sur la main de Pigment et en interdire la circulation. Donc Pigment va être frappé d'interdit, il va être banni par les autorités. Et Damas lui-même va être mis sous surveillance parce qu'il va aussi être considéré comme un grand danger pour la sécurité de la France. Parce qu'il ose dire non au racisme et non à ces attentats permanents contre la personne humaine nègre. Et donc, d'emblée, en 1934, il ne laisse pas indifférent. Et tout le long de sa vie, cela va être exactement le cas où Damas va être mis au banc. Il va devenir lui-même paria, lui qui va siéger de manière absolue et indéfectible aux côtés des marginaux, aux côtés des démunis, aux côtés de ceux contre qui sont émis des préjugés. Il va lui aussi faire l'objet de tout un système de préjugés qui nous mènera, nous, à l'éteindre dans nos mémoires, puisqu'on ne se souvient pas de Damas alors qu'il a été si important. C'est le premier porteur de flambeau de la pensée de la négritude, et pourtant c'est celui dont on ne parle pas. Donc l'on se demande, comme il s'est demandé, par quelle opération, de quel Saint-Esprit le premier se retrouve le dernier. Donc ce sont les opérations de la pensée raciste. Damas a fait peur parce que ses idées étaient d'une intensité non négociable. Il n'a proposé aucune forme de compromis, aucune forme de négociation avec le système raciste. Et on le lui a fait payer cher, à l'intérieur comme à l'intérieur de son pays, c'est-à-dire qu'il a aussi été l'objet, il a fait l'objet de préjugés auprès des Martiniquais, auprès des Guyanais, auprès des Guadeloupéens. À son époque contemporaine, donc de son vivant, autant qu'il a fait l'objet d'ostracisme en France. Donc il a été
inscrit dans un large contexte de démission. On a voulu le démettre de part et d'autre. Et donc, nos travaux sont là aujourd'hui pour interdire que sa pensée et son action soient vouées à l'oubli et que cela ne nous mène pas un peu plus vers cet état de déstructuration dont on parlait tout à l'heure. Alors, parle-nous de Léon Gontran-Damas, enfant, qui il est, d'où il vient. Tu nous parles de sa tante Gabi. Et c'est Gabi, sa tante? Oui, tante Gabrielle, qui est donc Damas, naît d'un père, de père guyanais et d'une mère martiniquaise en Guyane. Et donc, jusqu'à l'âge de 7 ans, il va porter le nom. Un nom matronymique, le nom de sa mère, Aline. Donc, il est originaire de la commune du Gros-Born. Et à partir de l'âge de 7 ans, son père va le reconnaître, d'où qu'il porte le nom Damas. C'est un enfant qui subit une série de traumatismes parce qu'il va perdre sa sœur jumelle, il va perdre sa mère et il va perdre sa grand-mère qui lui vouait un amour vraiment très large. Et donc, son père va donc renvoyer toute la fratrie après cette succession de pertes, de décès, notamment celui de la mère. Le père va renvoyer la fratrie en Martinique et garder le petit Léon avec lui. Donc, il va rester seul en Guyane et toute sa famille, ses sœurs, ses frères seront en Martinique. D'accord, encore une autre perte. Voilà. Et donc, c'est un enfant qui, en raison de ces traumatismes, eh bien, va en perdre la faculté de parole, la faculté de parler, et il ne dira pas un mot avant l'âge de 6-7 ans. Donc c'est un enfant muet. Et ensuite, lorsqu'il va recouvrer la parole, eh bien, on sentira bien la gêne parce qu'elle sera marquée par le bégaiement. Damas, c'est un bègue, il bégaye. Et à l'âge de 12 ans, il vient en Martinique pour poursuivre ses études secondaires parce qu'il n'y a pas de lycée en Guyane, et il va fréquenter les bancs du lycée Schellcher où il va rencontrer son autre lui-même, qui est Aimé Césaire, parce que ces deux-là forment une paire extraordinairement complémentaire. Et d'ailleurs, le premier exégète de Damas n'est autre que Aimé Césaire, si l'on veut connaître la pensée et la poésie de Damas. Il suffit de lire le texte qu'Aimé Césaire va écrire lors de l'hommage posthume qu'il va lui rendre lorsque les cendres de Damas seront ramenées en Martinique avant qu'il ne parvienne jusqu'à la Guyane en 78 à son décès. Donc il naît en 1912 en Guyane et il décède en 1978 aux États-Unis où il va terminer sa vie en tant que professeur éminent à l'université Howard aux États-Unis. Donc, c'est un personnage qui porte en lui déjà une matière assez particulière depuis la naissance jusqu'à la mort. Et cela va nourrir sa pensée. Donc, en Guyane, Damas est fort conscient des questions ethniques, puisque la Guyane étant diverse et le pays étant constitué ethniquement tel qu'il est, avec cette grande diversité ethnique, il est très conscient de la question ethnique et il est conscient de l'association souvent faite entre la question ethnique et la question sociale. Et donc là aussi en Guyane, eh bien, la partie nègre se retrouve aussi toujours au dernier rang, sur la dernière marche de l'échelle. Mais c'est lorsqu'il va arriver en Martinique qu'il va être profondément choqué par, non pas la question ethnique, mais là, véritablement par la question raciale. Parce qu'en Martinique, il va être mis au devant de l'apartheid, de la ségrégation entre la population majoritaire afrodescendante et puis la population minoritaire numériquement eurodescendante béké. La séparation physique qui existe entre les deux va vraiment le marquer profondément puisque il se rendra bien compte qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction
contrairement à la Guyane, entre le corps de la population qui est blanc et le corps de la population qui est noir. Oui, mais en Guyane, ce sont surtout avec le ban des gens qui sont restés, c'est différent, Oui, c'est pas économique. Absolument. Elle n'est pas économique, la population. La constitution ethnosociale de la Guyane est autre. Cela ne veut absolument pas dire que la société guyanaise soit exempte de questions raciales, pas du tout. Mais en arrivant en Martinique, Damas va être témoin de la séparation de fait entre blanc et noir, mais blanc martiniquais et noir martiniquais. Et donc cela va commencer à créer chez lui un système de questionnement. Il va ensuite s'en aller pour poursuivre ses études tertiaires en France. Et, il a alors à peu près 17 ans, 18 ans, et il se rend en France. Et là, la question raciale va s'amplifier parce qu'il va véritablement vivre le racisme de plein fouet. Et donc, heureusement, il n'est pas seul. Il rencontre, comme Aimé Césaire, tous les étudiants africains, tous les étudiants caribéens et ces autres Africains-Américains qu'on appelait à l'époque des négros, qui résident à ce moment en France. Et là vont commencer les réunions entre ces jeunes qui vont vouloir comprendre. Ils vont vouloir comprendre ce qu'ils sont. Et ils vont vouloir comprendre l'état de la personne noire dans ce monde, puisqu'ils y étaient confrontés dans leur intérieur, c'est-à-dire dans leur lieu premier chez eux. Ils y avaient été confrontés, mais d'une autre manière. Et ils n'avaient pas eu ce paradigme au sein duquel portait la réflexion. Mais le transbordement au-delà de l'Atlantique va les mener à vouloir absolument comprendre ce qu'il en est à ce moment-là de ces questions de race et de ces questions de la personne en tant qu'être humain. Et donc Damas va prendre part de manière extrêmement active aux discussions et à l'action également. Et sa première action va se matérialiser sous forme de publication de ce manifeste de la négritude en 1936 par Pigment. D'accord. Et alors donc la méthodologie de tes recherches se déroule comment? Comment tu... Je travaille beaucoup avec des sources premières, des archives, donc je me rends souvent dans les archives pour consulter les ressources premières, et je travaille aussi avec des ressources secondaires qui sont des travaux comme ceci faits par d'autres. Et donc je récolte beaucoup de témoignages, donc je travaille beaucoup sur le terrain et je pratique beaucoup l'observation ethnographique distanciée, puisque j'ai la chance de pouvoir être dans la société martiniquaise de manière fréquente. Mais je me rends aussi régulièrement en Afrique pour pouvoir être parmi les gens et faire ce qu'on fait dans le domaine de la sociologie, de l'ethnographie, l'ethnologie, l'anthropologie par exemple, pour observer. Et donc tous ces moyens, tous ces tenants me mènent aux aboutissants de ma recherche et constituent une méthodologie utilisée de manière fréquente par moi. D'accord, parce que 78, c'est pas loin. 78, c'est contemporain. Tout à fait. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé hier, on est encore dans des problèmes de tout monde par monde, puisqu'on voit aux États-Unis ce qui se passe. Toi, comment tu vois le monde évoluer? Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à toutes ces recherches, toute cette prise de conscience dès 1936, dès 1932 et aujourd'hui? Oui, alors il y a eu des avancées et en même temps, il y a encore des avancées à accomplir. Il est vrai que lorsqu'on se penche sur la pensée de la négritude, et lorsqu'on étudie la négritude américaine, qui est la négritude produite par Césaire, l'américain Césaire, l'américain martiniquais Césaire et l'américain guyanais martiniquais Damas, eh bien, on se rend compte que leurs idées sont tout à fait valables pour la situation actuelle. Oui. Donc, il s'agissait alors de racisme, il s'agissait de combattre le racisme anti-nègre
Et il s'agit encore aujourd'hui de combattre le racisme qui prend des formes insidieuses. Alors le racisme anti-nègre était percutant dans le sens où il était direct à cette époque. Aujourd'hui, il l'est moins direct. Ces formes sont un peu plus travesties, mais elles existent, ces formes, et elles sont réelles. Et par contre, tu dis travesti, pourquoi travesti? Eh bien, plus réel et plus réel. Avant, les choses se disaient. Aujourd'hui, plus personne n'a peur de traiter les gens de nègres, de noirs, Il y a même Lurel qui a voté une loi. Maintenant, il y a une loi qui a été votée la semaine dernière, je pense, disant qu'aujourd'hui, les associations pourront porter plainte, comme avec les autres communautés qui, elles, n'acceptent pas des blagues, n'acceptent pas des pièces de théâtre, n'acceptent pas. Aujourd'hui, les Noirs auront, avec cette loi, la loi Lurel, 10 ans après celle de Taubira. Oui, eh bien, je crois que c'est extrêmement complexe. Je ne pense pas qu'on pourra parvenir à une résolution de cette question en 1 heure d'émission télévisuelle, mais je crois également qu'il est vrai que la question du racisme anti-noir reste prégnante et qu'elle est moins directe. Dans le monde français, moins directe qu'elle ne l'a été dans les années 30. Elle est travestie. Alors il y a toutes ces manifestations qui peuvent être directes en effet, comme tu viens de le dire. On peut parfaitement insulter. Dieudonné, on a vu par où il est passé. Oui, une personne d'origine africaine, une personne afro-descendante ou afro-ascendante peut parfaitement être insultée en raison de sa négrité et de sa négritude, de son africanité, de son appartenance à une origine de ce type, de manière directe. Mais les formes les plus courantes sont insidieuses et ce sont ces formes qu'il faut identifier, analyser et combattre. Dans le domaine des médias, puisque nous sommes dans une émission télévisuelle par exemple, c'est peut-être là où se déploient les formes les plus insidieuses, les plus vicieuses et pernicieuses du racisme anti-nègre, puisque il y a souvent des messages qu'il faut décoder et qui sont à l'encontre de l'intégrité de la personne en général afro-descendante ou afro-ascendante. Donc, aujourd'hui, nous avons ces formes-là. En 1930, en 1940, ces formes étaient peut-être quasi inexistantes parce qu'il n'y avait pas eu tout ce travail de fait pour mener à un certain éveil des consciences qui se traduisent par l'élaboration de lois, par exemple. Il n'y avait pas de quota, il n'y avait pas... Il n'y avait pas, à cette époque, de considération suffisante pour mener à vouloir interdire des exactions à l'encontre d'une personne sur la base de son origine africaine, par exemple, à cette époque. Aujourd'hui, c'est le cas, d'où le fait que nous devons reconnaître ces avancées. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'insiste là-dessus, le racisme anti-nègre est un racisme insidieux. Aujourd'hui, puisqu'il est souvent travesti, plus on avance dans l'élaboration de ces lois qui tentent de proposer des limites, plus on invente des formes travesties d'exprimer le racisme sans qu'on ait l'impression qu'il ne s'agisse de racisme. Donc il faut rester vigilant et identifier les phénomènes et les décrypter tels qu'ils existent, c'est-à-dire dans le paradigme, ils existent dans le paradigme raciste de manière éloquente. D'accord. Tu veux lui poser une question, Naomi? Non, parce que je suis vraiment agréable avec ce que tu disais. Je pense que durant l'école et les problèmes on voit avec les Noirs qui sont dans l'école, beaucoup des étudiants sont blancs.
aussi, on a une petite communauté de les Noirs. On cherche, on parle beaucoup pour voir les problèmes de tout ça qui est à partir de notre culture, qui est un peu différent de l'environnement vers nous. Je sais pas. Aussi, ouais. Je comprends beaucoup. Oui, ça lui parle beaucoup, même elle a 20 ans. Oui, à 20 ans, mais à 20 ans. dans la société états-unienne également. Tout à l'heure, nous avons parlé de la société française. Je dis que dans le domaine français, puisque. Mais bon, dans la situation états-unienne également, la question se pose, évidemment. Bien sûr, on le voit par les télés, les radios, ne serait-ce qu'hier, ce qui s'est passé. Donc, c'est sûr qu'aux États-Unis, là, c'est pas travesti. Non, non, absolument pas. D'accord. On poursuit sur Damas. Donc, on a parlé de ses origines, son parcours. Qu'est-ce que tu veux? C'est toi le chef de file. On te suit. Alors, donc Damas, on peut parler peut-être de l'écriture poétique de Damas et de quelques particularités de cette écriture. Donc, on a parlé d'intensité tout à l'heure, et c'est vraiment ce qu'il faut retenir d'emblée de la poésie de Léon Gontran Damas. Elle est extrêmement incisive et hautement intense. Parce que je disais aussi plus en avant que Damas n'a fait aucun compromis parce qu'il n'était absolument pas de la compromission, et entre le compromis et la compromission, souvent il n'y a qu'un pas. Il n'a négocié aucun des aspects de son être et aucun des aspects de sa pensée. Et cela s'est retranscrit dans sa poésie de sorte qu'elle soit dans une densité permanente. Et on peut dire que son écriture est névralgique parce qu'il utilise lui aussi ce terme beaucoup. Il est tout le temps en état de commotion, il est dans une agitation perpétuelle et il refuse de redescendre. Il refuse de laisser place à autre chose que la commotion, parce que le système en face est bien celui de la grande agitation. Le racisme ne fait aucun compromis. Donc Damas, lui aussi, a décidé de répondre sur le même mode. Donc ça monte très haut. Et le langage de Damas est le langage qui démet de manière intrinsèque le langage aussi destructeur de la personne humaine, donc le langage raciste par exemple. Et Damas utilise une langue qui est commune, c'est la langue que nous parlons au quotidien. Il parle comme les gens de Fort-de-France, comme les gens de Cayenne, comme les gens de Pointe-à-Pitre. Et il va utiliser, selon ses propres termes, le gros mot, le mot sale, et pas le mot sale en français, mais le mot sale en créole, parce que l'écriture de Damas est jouée. L'écriture de Damas réside dans la langue créole. Et elle est extrêmement créolique, dans le sens où il va utiliser non seulement la langue, parce qu'il écrit en créole aussi, mais tous les intermédiaires que nous utilisons pour nous exprimer dans les créolismes. Et cela caractérise cette écriture de la négritude-là, telle qu'elle a été proposée par Léon Gontran Damas. Elle est vraiment particulière. C'est une... Tu nous lis quelque chose? Alors, je peux lire... Névralgie, je n'ai pas névralgie, mais je vais trouver quelque chose qui traduise un peu ce que je viens de dire là. Donc, quelle page? Alors, je vais devoir. Ok. Bon, alors je vais. Alors ici. Tu peux suivre. 2 secondes si... Non, il n'y a pas de souci, prends ton temps. Prends ton temps. Si les téléspectateurs, sont patients. Pendant ce temps, je te laisse chercher. Bon, alors, on peut par exemple, en 56, il publie quelle page? Black Label, 223. Ouais. Il publie Black Label. Et Black Label, c'est un long poème, comme Cahier, qui est un long poème, d'à peu près le même nombre de pages, dans lequel Damas va vraiment étaler son caractère caribéen. Son caractère caribéen tel que ce caractère s'exprime dans la langue et dans la manière de penser, dans la langue créole. Et donc on reconnaît dans le titre Black Label le créole, Black Label, Moon Black Bell, Moon Noé Bell. Donc c'est Black is Beautiful. Ah, parce que moi, Black Label, je l'avais pris comme
Un label. Absolument. Tu vois, Alors, voilà, il y a aussi cet aspect ça. du label, l'étendard. L'étendard. Comme dirait Daniel Seguin-Kadich, c'est un étendard, en effet. C'est mon écriteau ici. Je suis noir. Oui. Donc, et le beau. black, je suis noir et beau. Et le black label. Donc, voilà, c'est l'étendard, c'est l'insigne. Black. C'est du créole. Mais oui. Damas joue constamment avec la langue créole. Moi, j'étais restée sur Donc, anglais. c'est Black is Beautiful, c'est exactement cela. Il va répondre au Black is Beautiful des Africains-Américains et des poètes de la poésie de la Renaissance de Harlem. Et donc, dans ce Black Label, il est extrêmement ironique, sarcastique, mordant, Damas, dans toute sa poésie. Et là aussi, il parle aux nègres parce qu'il ne va épargner personne. Il ne va épargner ni le blanc ni le nègre qui siège dans le désamour de lui-même. Et cela va faire que Damas va être ostracisé également par les siens. Bien sûr. Par les siens, parce qu'il ne va ménager personne. Et donc, il leur parle à ceux-là. Ceux qui se traitent eux-mêmes de sauvages. Donc ça, c'est nous. Nous avons l'habitude de dire que le nègre pas bon, nègre contre nègre, nègre ni mauvais manière, et puis c'est toujours nègre. Donc, nous sommes des sauvages. Donc, à penser que nous, c'est des sauvages. Donc, il nous répond. Ceux qui se traitent eux-mêmes de sauvages, Soubarou, Bois-Mitan, Gros-Siro, Djiné, Congo, Moudong. Donc, il utilise... Moudong, c'est quoi? Moudong, eh bien, c'est une insulte que l'on utilisait encore dans les années 70, dans les années 80, parce que lorsque j'étais petite fille, j'entendais cette expression, peut-être qui vient de Mandingue et qui fait directement référence à l'Afrique, et que les Martiniquais ont utilisé comme insulte anti-nègre. Donc, ou c'est un moudon, ou c'est un soubarou, ou c'est un vieux-nègre, ou c'est ou c'est un bois-mitan, nègre gros sirop. Donc, il va recenser... Nègre ni mauvais manière. Voilà, c'est cela. Il va recenser toutes ces expressions utilisées par les nègres eux-mêmes pour s'auto-qualifier et mettre en avant de cette manière, avec le recours de la langue créole, eh bien, nos propres travers. Donc, la poésie de Damas porte aussi cette particularité. Elle est également extrêmement orale. Elle repose sur les principes de l'oralité caribéenne. Damas est aussi ethnographe. Il va faire beaucoup de recherches en ethnographie, l'ethnographie guyanaise en particulier, mais aussi l'ethnographie africaine. Il va recueillir des contes qu'il va compiler dans Veillée Noire, qui est un recueil de contes qu'il va publier également. Et donc, il est intéressé par le non culturel de son pays et de ses pays en général. Donc, il va utiliser ce substrat-là. Et cela marque la poésie de la négritude de Damas, la poésie négritudienne de Damas. Elle est aussi extrêmement musicale. Donc, on a coutume de comparer la poésie de Damas avec le jazz. Damas a été le grand ami de beaucoup de musiciens de jazz qui sont passés en France ou qui ont résidé en France à cette époque. Louis Armstrong, par exemple, c'était l'un de ses grands amis, à qui il a dédié un poème. Et sa poésie a souvent cette connotation-là, un peu jazzique. Mais Damas va publier en 2012 à titre posthume, donc ce sont ses ayants droit qui vont publier ce dernier recueil de poèmes en 2012 qui s'intitule Dernière escale, dans lequel on va retrouver des poèmes qui vont encore plus déclarer l'écriture de Damas comme une écriture profondément caribéenne, parce que alors que dans les premiers recueils de son vivant, ceux qui ont paru de son vivant, on a vraiment explicitement une forte présence du jazz, et bien dans ce dernier recueil, on a la présence des rythmes traditionnels de Guyane et de Martinique, notamment le belay. Donc il va écrire le belay, il va écrire comme on chantait belay. Tikono, Tikono la paix, Tikono la il écrit ça. Dans sa poésie porte cela. Et c'est
un aspect qui typifie la poétique de Léon Gontran Damas et qui situe la négritude encore plus, et qui distingue Damas et qui présente un aspect particulier dans le grand socle de la négritude, puisqu'on lui reconnaît 3 grands socles, Senghor, Césaire et Damas. Et Damas va marquer cette négritude comme profondément caribéenne, en utilisant les termes caribéens étant l'épistémologie caribéenne, à proprement parler. Et pourquoi nous, ici, on n'étudie pas Damas? Est-ce que des étudiants, aujourd'hui, peuvent, comme ce que tu fais au Maine, dans le Maine, c'est ça? Est-ce que ce que tu fais, est-ce que les étudiants martiniquais ont accès à ce type d'études, d'informations? Je ne peux pas répondre à la question parce que je ne suis pas... Ici, est-ce que mais je ne fais pas partie du corps enseignant et du corps de recherche de l'UA, donc il faudrait poser la question aux collègues de l'UA. En tout cas, la matière existe. Il est vrai qu'il y a très peu de travaux sur Damas, parce que Damas a fait peur, il a été occulté. Damas a fait peur parce que sa réaction a été extrêmement percutante. Damas n'a fait aucun compromis, il n'a rien négocié, il n'a laissé aucun interstice pour la négociation. Je suis nègre, a-t-il dit. Nègre. C'est un nègre. Et cela ne se négocie pas. Et sa poésie charrie cela de manière extrêmement marquée. Il écrit au coutelas, il utilise le coutelas et il promet des coups. Il promet vraiment de racher petit. Le racisme et les penseurs et propagateurs du racisme. Et donc, il a fait peur parce qu'il s'est inscrit dans une intensité qu'il a maintenue jusqu'au bout. Il a une parole extrêmement haute, extrêmement dense. Il a été considéré comme un danger pour la sûreté de l'État français. Pigment a été interdit de circulation. Il a été mis sous surveillance. Donc, il était vraiment considéré comme un danger. Alors, il allait mener une révolution, peut-être une révolution armée. Voilà ce qu'on pensait de Damas. Et par conséquent, il a été écarté. Dans le monde académique, il y a très peu de travaux sur Damas parce qu'on en a peur dans le monde académique également. Les universitaires en ont peur. Damas est un poète qui dit le nègre est beau et il est même plus beau que le blanc. Il écrit cela tel quel. Et donc, avec aujourd'hui encore la propension au politiquement correct, on a du mal à accorder de l'attention à une parole de la sorte. Et donc, il est d'autant plus facile, par conséquent, de le maintenir dans la marge. Ouais. Et donc, il n'y a pas beaucoup de travaux par rapport au nombre de travaux sur Aimé Césaire, qui reste un monument très important. Il y a beaucoup de travaux sur Senghor, la pensée de Senghor, qui a théorisé vraiment la négritude et la pensée de la négritude, et qui a aussi proposé la civilisation de l'universel comme paradigme, qui a proposé le métissage comme paradigme comme paradigme favorable à l'humanité, donc beaucoup moins sur Damas. Si vous tapez dans les modules de recherche universitaire ou même sur Internet, Léon Gontran Damas, vous ne trouverez pratiquement rien. Alors, aujourd'hui, est-ce que Pigment, est-ce que les poèmes, Névralgie, tout ça, est-ce qu'ils sont disponibles pour les personnes qui nous écoutent? Est-ce qu'on peut les acheter à la librairie, sur Amazon? Où est-ce qu'on peut les trouver? Je n'en ai pas trouvé dans les librairies. J'ai voulu m'en procurer pour pouvoir en avoir pour l'émission, malheureusement, parce que je n'ai pas ramené mes exemplaires, étant persuadée que j'allais pouvoir en acheter. Donc, je suis persuadée, par contre, qu'à la bibliothèque Schellcher ou dans l'une des bibliothèques, je pense qu'il doit avoir des exemplaires de la poésie de Damas. Donc, tu recommandes aux gens la bibliothèque Schellcher. Et puis, les librairies également. Moi, je suis allée dans 2 librairies seulement. Donc,
que peut-être en faire un peu plus, parce qu'il y en a beaucoup en Martinique, pour tenter d'en trouver, ou alors tout simplement en commander. Présence africaine a publié des textes de Damas, par exemple, en les contactant directement. Alors, tu parlais de Koutla, et la première de couve qu'on peut revoir, il y a une photo de Victor Anissé. Donc, parle-nous de cette première de couve qu'on a à l'écran. Alors, la couverture m'a été proposée par Monsieur Victor Anissé, qui est l'un de nos grands céramistes et peintres, qui a tenu une exposition en 1970 de ses œuvres. Et j'ai eu le grand honneur de pouvoir voir quelques exemplaires de ces œuvres-là. Et en voyant Victor Anissé lui-même comme sujet dans sa propre œuvre, tout en dessous d'un Koutla, immédiatement j'ai reconnu Léon Gontran Damas. Donc Damas avec ce Koutla, évidemment il s'agit de Victor Anissé lui-même, mais cela figurait bien la pensée de Damas, et j'ai tenu à avoir comme couverture cette œuvre-là qui magnifie et transcrit à la perfection la pensée, le non-non de la pensée de Léon Gontran Damas, parce que c'est la pensée du Koutla. Damas va utiliser le mot dans sa poésie, il va utiliser Koutla, mais il va utiliser coupe-coupe, il va parler des coupeurs de canne, etc. Et il va promettre des coups avec le Koutla. Il va promettre, il va vouloir couper des têtes blondes à l'aide de son Koutla, donc les têtes blondes étant des têtes blanches, parce que nous sommes dans ces années dans un contexte raciste, éloquent, plein, et donc l'ambiant veut qu'on veuille couper des têtes de nègres, et Damas va répondre, mais non, c'est moi qui vais couper des têtes de blancs, et avec mon Koutla, parce que je suis caribéen, je suis guyanais, je sais ce qu'est un Koutla, c'est mon arme première, et je sais le manier. Et donc, tout cela fera qu'on aura peur de Léon Gontran Damas, et qu'on voudra le circonscrire dans une limite, celle de la marge. La marge à laquelle il n'appartient absolument pas, puisqu'il est de la négritude première. D'accord. Naomi? Oui. Alors, à toi, est-ce que tu avais déjà eu ce cours? Oui, je pense l'année dernière. On a parlé un peu de Damas, un peu de Césaire, un peu de Senghor. Alors, est-ce qu'après ça, tu connais maintenant Damas? Oui, mais j'ai une question. Tu as dit que Damas est dangereuse pour l'économie. Ensuite, tu penses que Césaire et Senghor sont moins dangereuses pour étudier, et c'est pourquoi ils sont plus connus? Absolument. Alors, Damas n'est pas dangereux. Il a été conçu comme dangereux. C'est-à-dire qu'il a été circonscrit dans ce percepte-là, parce que c'est un percepte facile, c'est une perception très facile que l'on a et qui convient au système qui n'entend pas entendre et écouter le principe humaniste. Donc, il n'est absolument pas dangereux. Damas propose une parole, une pensée, et a mené une action pour l'émancipation de la personne humaine, et singulièrement pour la personne humaine nègre. Et Césaire et Senghor sont également accompagnateurs de Damas dans cette démarche-là en faveur de l'humanité entière. Donc l'action de la négritude et la pensée de la négritude a concerné la partie nègre de l'humanité, parce que c'est cette partie nègre qui était dans ce contexte sous attaque permanente, mais c'est d'abord une pensée humaine, une pensée qui concerne la personne humaine, l'être humain et l'humanité tout entière. Donc, pour la pensée de la négritude, tant que tous les enfants de l'humanité ne seront pas reconnus à titre humain de manière égale, nous ne pourrons pas parachever l'humanité. Il faut la parachever. Donc,
tant que l'un des groupes humains sera considéré comme non humain, il faudra continuer à proposer ce langage, ce discours et cette action pour faire que l'humanité soit plénière, pour faire que l'humanité soit elle-même et non réduite à un état délabré, mutilé. Donc, c'est ce qu'a proposé Léon Gontran Damas. Donc, on ne peut absolument pas conclure qu'il s'agit d'une idée ou d'une action dangereuse. Par contre, ceux à qui il a fait face ont estimé devoir le proclamer dangereux pour le contenir, pour l'entraver. Donc, aujourd'hui, nous fonctionnons encore selon ce principe-là d'un Damas dangereux. Et ce que je propose, c'est que l'on sorte de ce paradigme en prenant le temps d'examiner la pensée et l'écriture, la poésie de Léon Gontran Damas, de sorte que l'humanité, oui, soit un peu plus au centre, de sorte que l'on marche individuellement chacun un peu plus vers cette humanité. Merci. Alors, pour revenir sur les États-Unis, aujourd'hui, tu dis que Léon Gontran Damas dit « Maka prend coup là, maka rache yo, maka coupe yo ». Là, tu ne parles pas le créole, mais je vais le dire en français. Aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé avec ces personnes qui sont mortes sous les balles de policiers. Attends, mais avant de te laisser répondre, il y a quelqu'un qui veut te poser une question. Alors, peut-être à l'une de vous, on va prendre l'appel et je reviens sur la question. Oui, bonjour, vous nous appelez d'où, votre prénom? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Votre prénom? Vous nous appelez? Junior Joseph, je vous appelle depuis Saint-Martin. Depuis Saint-Martin. J'ai l'honneur de saluer votre... Oui, allô? Oui, on vous écoute, monsieur. Votre prénom? J'ai l'honneur de vous saluer. Je vous félicite, Madame Anita Viti-Kongolo. Et j'ai la chance cet après-midi de pouvoir découvrir en fait, ce grand débat éclairé. Et puis, j'aimerais vous poser une question de façon très particulière. Parce que vous parlez de la négritude. C'est vrai que le mot est vraiment a une importance capitale, c'est lourd. Ça veut dire pas mal de choses. Mais ce que je constate actuellement, au XXIe siècle, que les générations actuelles ne prennent pas vraiment conscience de ce que ça veut dire, le mot négritude. Ils ne veulent pas vraiment tenter de faire, en fait, de suivre la trace de Césaire ou Senghor ou Damas. Pourquoi selon vous? Bonsoir monsieur, je ne suis pas certaine d'avoir bien entendu et bien compris la question, donc je vais tenter de la reformuler, vous me direz si je ne vous rends pas injustice là. Donc vous me demandez pourquoi les jeunes de notre temps maintenant ne s'intéressent pas à la question de la négritude, c'est cela? Exactement, exactement. C'est une question très intéressante, merci de l'avoir posée. Je ne sais pas si j'ai une réponse, je ne sais pas si je sais la raison pour laquelle les jeunes de notre temps ne s'intéressent pas à la question de la négritude, mais je sais qu'il y a des structures en place qui sont très opérantes et qui peuvent entraver un intérêt que pourrait avoir tout un chacun, pas seulement les jeunes, pour des questions de cet ordre-là, dès lors qu'elles concernent la personne africaine ou la personne d'origine africaine, ou même la personne que l'on dit nègre. Ce sont des structures psychiques, mais aussi des structures mécaniques de fonctionnement. Ce sont également des structures qui sont extrêmement solidaires entre elles, extrêmement bien pensées et diffusées, et de sorte qu'elles opèrent allègrement et qu'elles mènent peut-être
les individus à concevoir des questions de cet ordre-là comme soit désuètes, soit comme carrément inimportantes. Cela dit, nous opérons dans un monde, et de tous les temps, de toutes les manières, les mondes ont toujours été extrêmement complexes. Donc je ne voudrais absolument pas que ce que je viens de dire soit compris comme la réponse, puisque dans la complexité, les réponses ne peuvent être que complexes et que nous sommes vraiment dans dans un temps extrêmement complexe, mais également un temps extrêmement confus, où la confusion règne. Et savoir pourquoi nos enfants, nos jeunes, nos adultes, nos individualités ne seraient pas intéressés par des questions telles que celles proposées par la négritude qui réclament que l'on se pose, que l'on pose un regard sur la personne humaine sur soi en tant qu'être humain, et ensuite sur la personne humaine de l'autre avec lequel on forme un collectif, eh bien, je ne sais pas. Je crois que cela est extrêmement difficile à élucider et conclure d'une manière simple me serait également difficile. Eh bien, merci beaucoup, monsieur de Saint-Martin. Je n'ai pas eu votre prénom, mais merci pour cette question. Mais est-ce qu'on ne nous endort pas? Est-ce qu'on n'est pas dans le divertissement exacerbé? Est-ce qu'on n'est pas phagocyté pour ne pas se poser des questions en état? Je ne crois pas que... alors, bon, je ne sais pas de qui il s'agit. La société, cette société-là, il n'y a pas des endroits où on peut débattre d'idées, il n'y a pas des lieux de parole. En 78, avec le CERMAC en Martinique, il y avait des lieux de parole. Il y avait des lieux où les gens, avec Cabor-Masson, avec l'école de la MEP, il y avait des lieux où les gens se posaient des bonnes questions. Alors, Est-ce qu'il ne faudrait pas réinventer ces lieux? Mais il faut toujours inventer dès lors qu'il s'agit de vivre l'équilibre et de vivre ce qu'on appelle le bonheur. L'invention fait partie de la réponse dans cette démarche d'équilibre et d'existence. Mais je ne crois pas que la société martiniquaise soit exempt des phénomènes humains et différente par conséquent des autres sociétés du monde. Je ne sais pas s'il existe une société où il y a un système défini en place qui incite les individus à se poser des questions. Je ne sais pas si cela existe dans la société française, si cela existe dans la société états-unienne, dans la société népalaise. Je ne sais pas si les Papous font cela, s'ils ont institué un système grâce auquel les individus, tout un chacun, pourra s'émanciper. Je ne crois pas que cela existe. Donc, nous sommes une société du monde, nous fonctionnons comme le monde. Maintenant, si nous estimons que le niveau de conscience de la personne humaine martiniquaise par rapport à elle-même en tant qu'individu n'est pas suffisamment élevé, par conséquent ne l'aide pas cette personne à s'émanciper pour elle, alors nous devons entreprendre en effet des marches et des démarches pour mener cette personne martiniquaise humaine à trouver les éléments de son émancipation. Mais prétendre que... On prend un autre appel, il y aura une autre question, Aneta. Oui, bonjour, votre prénom et vous nous appelez d'où? Bonsoir, je vous appelle de la Guyane. Merci, votre prénom? Néméa Damas. Waouh! Et c'est parce que j'ai été prévenue par une amie qui me dit mets-toi sur la 23, tu verras qu'on parle de Léon Gontran-Damas. Alors que ne fut ma surprise effectivement de voir à cette heure d'écoute que vous puissiez consacrer à mon illustre parent et Madame Aneta Vete Gangolo. Je lui dis bonsoir et puis je vois qu'elle est toujours passionnée de l'écriture de l'œuvre de Léon Gontran-Damas. Alors je voudrais lui dire, précédemment elle a dit qu'il n'y
avait pas, on retrouvait pas beaucoup de thèses sur l'œuvre de Damas. Alors, par rapport aux trois autres cofondateurs du mouvement de la négritude, que sont Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire. Donc, eh bien, on pourrait dire qu'il se rattrape largement, puisqu'il est toujours d'actualité. Elle est votre invitée pour en parler. Et puis, je crois que, parce que justement Damas a été, on dira, combattu par le système, il demeure parmi les trois chantres de la négritude celui qui a été incompris. Il est bien sûr le précurseur, puisque Aimé Césaire lui-même dit, c'est parce que Damas a écrit, c'est à partir de Pigments qu'il a, on pourra dire entre guillemets, pas déchiré, mais il a réécrit, il a commencé à réécrire. Et donc, on ne peut pas les opposer, puisque c'était des amis sincères, ils ont été dans de l'adversité, et je crois que leur œuvre parle pour eux. Concernant Léon Gontran Damas, donc, si vous voulez, je situe, je suis sa petite cousine, parce que j'ai suivi, j'ai vu qu'elle a bien retracé la vie, l'enfance de Léon Gontran Damas. Bon, je situe. Alors moi, je suis de la lignée de le père de Léon, qui était André Damas, et, excusez-moi, je ne vais pas, vous permettez? Allez-y, allez-y. Que j'ai quelque part l'arbre généalogique, donc on fait un plongeon en arrière. Donc, oui, voilà. Non, le père de Léon était Ernest Damas, et le père de mon grand-père était André Damas. Donc c'était deux frères, voilà. Voilà pour expliquer un petit peu la lignée, puis bien sûr moi j'arrive des générations après, mais vous dire que j'ai eu, je crois que dans la vie, le hasard n'existe pas. J'ai eu cette chance de rencontrer, de partager avec mon grand cousin des moments inédits, parce qu'il affectionnait beaucoup mon grand-père qui était son cousin, et cela expliquait quelque part ce rapprochement que nous avons eu. En 1976, c'est l'année où je passe mon baccalauréat en Guyane, et mon désir c'est de partir, bien sûr, comme beaucoup de jeunes, je voulais voir ailleurs, autre chose. Et il va, comme on dit, influer sur mon père, parce que mon père, étant la dernière, me voyait bien institutrice, enseignante. Et moi, j'avais d'autres rêves, hein, c'est-à-dire j'avais envie de découvrir la France, bien sûr. Et c'est ainsi que, bon, ben, j'irai donc sur Paris. Et quand je vous dis que le hasard n'existe pas, c'est que Léon Damas s'était engagé à nous rapprocher avec la famille du côté antillais par rapport à sa grande sœur, Madame Bibas. Elle a donc le docteur Bibas qui est à Paris, que j'ai eu donc la chance de connaître grâce à Léon Damas, et sa nièce, Madame Fous, qui était pharmacienne et qui est maintenant retraitée et qui vit en Martinique. Et donc, il se trouve, le premier jour où j'arrive à la faculté d'Assas, il y a des personnes, et parmi ces personnes, il y aura Dominique Fous, la petite nièce de Léon Damas. Vous voyez, moi, je venais de Guyane, et sa nièce, sa petite nièce, vivait à Paris, et on se retrouve dans la même université, et c'est ainsi que, bon, ben, toute notre histoire va se rapprocher. Et en faisant la grande boucle, pour vous dire que Léon Gontran Damas, il a, comme vous dites, il n'a cessé donc de vouloir réaffirmer l'authenticité, les valeurs de l'homme noir. Et donc je crois que Madame Aneta Vete-Gongolo a très bien compris. Je crois que c'est une passionnée de cette œuvre, peut-être il y en a d'autres. Mais Léon Gontran Damas, je pense que bien qu'il n'y ait pas énormément de thèses, mais je pense que ça sera une manière pour les jeunes, puisque votre émission sert de, on pourra dire, c'est le moyen de diffuser des informations, et ça pourra certainement interpeller quelques jeunes. Et puis je crois qu'il faudrait qu'on devienne un peu libre dans nos têtes. Christiane Taubira, notre ancienne ministre de la Justice, qui a été députée européenne de la Guyane, elle a permis d'une part que la loi pour l'abolition de l'esclavage soit reconnue, hein, l'esclavage comme crime contre l'humanité, mais en Guyane, compte tenu de la date de naissance de Léon Gontran Damas, qui est né le 28 mars 1912, elle avait réussi à introduire pour que l'éducation nationale consacre le 28 mars
la journée Léon Gontran Damas. Sachez qu'en Guyane, nous avons l'association des amis de Léon Gontran Damas, dont Madame Eugénie Révert est la présidente. J'ai été, lors du 20e anniversaire de la commémoration de son décès, j'étais à ce moment-là présidente. Je fais partie de l'association, il y a d'autres membres. Et je dirais à Madame Aneta Bété-Gangolo que si ça lui dit de venir en Guyane pour une conférence, nous aurons le plaisir de l'accueillir. Bien, je n'avais pas de questions particulières, mais il me fallait rebondir puisque je me rends compte que l'œuvre de Damas attire toujours. Donc, il y a les défenseurs et puis il y a également ceux qui ont encore des interrogations. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci, Ménia Damas. Néméa. Voilà. De la Guyane. Néméa. Merci beaucoup de votre appel et je pense Aneta va vous répondre quand même. Ah oui, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, je peux communiquer mon numéro de portable en antenne si on me repasse. D'accord. Mais attendez, avant de raccrocher, Aneta vous répond. Oui, entendu. Oui, merci. Oui, merci beaucoup. Vous avez bien fait d'appeler. J'apprécie beaucoup ce geste et surtout vos propos. Je vous rencontrerai avec beaucoup de plaisir. Et vous avez raison concernant les travaux sur l'œuvre et la pensée et l'action de Léon Gontran Damas. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de thèses. Il n'y a pas beaucoup de travaux. Mais il y a une thèse qui se prépare à l'UA en Martinique d'un étudiant que j'ai récemment rencontré. Donc, il y aura une thèse supplémentaire. Il y a aussi la thèse du Martiniquais Daniel Rano sur Léon Gontran Damas. C'est un spécialiste de Léon Gontran Damas. Il y a tous les travaux de Daniel Seguin-Kadich de Martinique également et de bien d'autres. Donc, ces travaux existent, sont là parce que la pensée et l'action de Damas sont extrêmement importantes et peuvent éclairer aujourd'hui, puisque plus en avant, nous avons une question du monsieur de Saint-Martin concernant les raisons pour lesquelles l'intérêt pour Damas est minime. Damas peut nous permettre de comprendre un certain nombre de phénomènes dans nos sociétés respectives aujourd'hui. Et je suis aussi absolument d'accord concernant l'opposition que d'aucuns tentent d'effectuer entre Césaire et Damas, ces individus qui parfois hiérarchisent sont ceux qui n'ont pas compris le lien existant entre Damas et Césaire. Ce sont des complémentaires. Césaire et Damas sont redoutablement un. Et je disais aussi en début d'émission qu'Aimé Césaire était le premier exégète de la poésie de Damas. C'est lui, pour comprendre Damas, pour savoir ce que Damas est, il faut lire le texte écrit par Césaire, lui rendant hommage en 1978 et qu'il a lu à la mairie de Fort-de-France devant les cendres de Damas. Et Césaire, en réalité, m'a pas déjà content parce que il nous a soutiré notre travail à nous, académiciens et surtout spécialistes de Damas, parce qu'il a tout mis là-dedans. Donc, il nous reste à nous maintenant de considérer le texte de Césaire et d'en analyser chaque partie pour développer et amplifier. Mais il était si au fait de la pensée de Damas, il avait tellement reniflé Damas parce qu'ils étaient en osmose si cruciale qu'il a pu rendre avec énormément d'appoint et de justesse la pensée de Damas, ce qu'est Damas, sur le plan de la personnalité, mais aussi intellectuellement et philosophiquement. Donc, j'abonde dans votre sens et vous remercie beaucoup de vous être manifesté. Voilà, merci beaucoup Néhéma de la Guyane. Merci le monsieur de Saint-Martin, je n'ai pas son prénom. Merci Aneta pour cette belle présentation. Tu me donnes envie de venir aux États-Unis pour assister à tes cours, pour être ton élève. Tu serais la bienvenue. Merci. Merci. Merci de m'avoir reçu. Merci Naomi Jabouin. Merci. Merci beaucoup. Et puis, vraiment, toi, tu restes en Martinique pendant combien de temps? Un mois. Pour un mois. Ouais. Tu es l'élève d'Aneta. Ouais.
aux États-Unis et tu es venue ici pour une thèse, des travaux, Des travaux, des recherches. des recherches Ouais. Sur l'art. sur l'histoire de l'art de la Martinique et tu fais des études francophones. Ouais. Bon, et puis maintenant, au cas apprendre à parler créole. C'est toi. Alors, Je vais essayer. dis à un lot de soleil. À l'autre soleil. À un lot de soleil. À l'autre soleil. Ça veut dire à bientôt. À bientôt. Oh. Ok, À l'autre à un lot de soleil. D'accord. À un lot de soleil. À un lot de soleil. Aneta, normalement, on se voit mercredi, on l'annonce ou c'est pas sûr? Je ne sais pas. Bon, eh ben, je remercie Priscilla pour m'avoir permis de réaliser cette émission et je remercie Lissac pour mes lunettes. Lissac rue Victor Hugo. Donc je vais retrouver le soleil de la rue. J'espère qu'il fait beau maintenant. Cette émission sera rediffusée lundi matin à 8h30. Et puis parfois dimanche, donc je ne vous donne pas l'heure, mais lundi matin 8h30, elle est rediffusée, puis elle sera après sur Internet. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Bye bye. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ooh, oh. Madidina, woy, woy, woy. Pays la joie, woy, woy, woy. Vite ça, woy, woy, woy. Ladies in action, en Kaila. Yeah. Quand on petit, woy, woy, woy. C'est un seul famille,